Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude, en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Alors aujourd'hui, nous essayons un tout nouveau modèle technique puisque nous avons le plaisir d'accueillir l'auteur Roger Fascon. Roger, comment vas-tu? Très bien, Pascal. Voilà, alors on a Roger par téléphone, par haut-parleur, donc on a fait le test, normalement on l'entendra très bien, vous ne le verrez pas à l'écran, ça nous permet de mettre à l'écran, à la place, la couverture de son dernier livre, Fulcanelli et le dernier mage du Louvre, qui est sorti chez notre ami Philippe Marlin, de L'œil du Sphinx. Alors, Roger, je te l'ai dit, j'ai lu ce livre il y a quelques semaines maintenant. On n'a pas pu faire l'émission tout de suite après ma lecture. Pour moi, ce livre, c'est un objet littéraire non identifié. C'est le premier livre que je lis de toi, hein, et c'est le premier Fulcanelli parce que, si j'ai bien compris, c'est un personnage récurrent dans tes ouvrages quand même. Oui, tout à fait. Mais il faut dire que je baigne dans l'atmosphère de Fulcanelli depuis l'âge de 10 ans. C'est une histoire très simple à la fois et puis aussi très compliquée. Figure-toi que Fulcanelli est entré dans ma vie quand j'avais 10 ans et un après-midi de pluie où j'étais chez ma grand-mère. Ma grand-mère m'a raconté qu'elle avait rencontré Fulcanelli. Bon, alors bien sûr, j'ai posé les questions qu'il fallait, et puis voilà, je suis rentré cet après-midi-là dans la vie, si je puis dire, de Fulcanelli. Oui, la longue vie de Fulcanelli, effectivement. Alors, moi, je t'admets que Fulcanelli, pour moi, enfin, de mes pauvres petites connaissances, et c'est pour ça que je fais cette chaîne, pour essayer de me coucher moins bête tous les soirs, et c'est pas compliqué, parce que je sais pas grand-chose. Moi, Fulcanelli, pour moi, c'était Camille Flammarion, mais c'est peut-être pas aussi simple que ça, au final, quand on lit ton livre. Non, c'est pas aussi simple parce que en fait, Fulcanelli, ma grand-mère l'a rencontré pas par hasard, parce que Fulcanelli était un ami de son père, mon arrière-grand-père, donc Léon Patin. Patin, pour te situer un petit peu, il anime un cercle d'alchimistes dans les années 1895 à Aniche, une petite ville du nord de la France. Une belle période pour s'intéresser à l'ésotérisme, la fin des années 1800. Oui, tout à fait. Bon, mon aïeul, Léon, est un anarchiste. C'est un anarchiste. En même temps, il est chef corion. Il travaille dans une mine, la compagnie des mines d'Anzin. Il est chef corion. Et il a une vie bohème. Bon, il fait des allers-retours entre Valenciennes et puis Bruxelles. Et Bruxelles, à l'époque, est une plaque tournante de l'alchimie. On est en 1893, 94, 95. Oui, effectivement. Et alors, l'alchimie, c'est super intéressant. On va dire que les alchimistes, mais je sais que c'est très résumé ce que je vais dire, hein, mais le Graal des alchimistes, c'est cette fameuse pierre philosophale qui leur permettrait d'avoir la poudre de panacée qui, quelque part, leur donnerait l'immortalité. C'est bien ça la quête de l'alchimiste au départ, ou c'est un peu plus... C'est un peu différent. Avec Fulcanelli, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Avec Fulcanelli et le cercle que Patin anime avec son ami Roger Schneider et puis le docteur Cafot, et puis François Jolivet-Castelot. Castelot, ça va devenir aussi une figure emblématique des années 1900, la belle époque du chat noir à Paris. François Jolivet-Castelot a un lien avec Patin qui habite à Niche parce que la belle famille de Castelot, qui lui habite Douai, habite à Niche. Donc ils se fréquentent, tout ce petit monde se fréquente. Et Castelot, qui va vulgariser lui aussi l'alchimie, qui est proche de Papus à l'époque, multiplie les allers-retours aussi avec le chat noir à Paris et puis Bruxelles. Et il s'intéresse, lui, à une discipline qu'on appelle l'hyperchimie, en lien avec Strindberg, etc., mais surtout avec Patin, Fulcanelli et ce que j'appellerais moi le Cénacle de Bruxelles. Il travaille une voie très particulière de l'alchimie qui est la voie du verre. Oui.
Ce qui est un élément très important dans ton roman, effectivement. Pour ne pas dire central. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est une voix qui est très peu connue. Mais si on scrute à la lettre, on fait attention dans les écrits de Fulcanelli. Bon, on n'a que 2 ouvrages de Fulcanelli. Hein. On a les Mystères des cathédrales et puis Demeure philosophale, puisqu'il a retiré du circuit littéraire le Finis Gloria Mundi, hein, qui était le 3e bouquin de sa trilogie. Il écrit, Fulcanelli, l'alchimie, c'est le verre. Ouais. Et c'est 3 mots dans son œuvre. Et il ne revient pas là-dessus. Et curieusement, quand celui qui va vulgariser ses bouquins, qui va lui servir d'agent littéraire hein, dans le petit milieu littéraire de l'imprimerie, de la littérature parisienne des années 20, c'est quelques mots. Voilà. L'alchimie, c'est la voie du verre. Et jamais, sauf pour parler un petit peu avec Champagne, avec Julien Champagne, des vitraux de Chartres, etc. Il parlera du verre. Mais voilà, c'est une voix, on a l'impression, c'est une voix, mais là on en reviendra au cours de la conversation, c'est une voix très cachée, mais voilà. Très importante. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'on n'en parle pas parce que ce n'est pas compris, ou est-ce qu'on n'en parle pas parce qu'il ne faut pas en parler, justement? C'est-à-dire que dans les années Fulcanelli, le Fulcanelli qu'a connu mon aïeul, en patin, c'était on va appeler un cherchant, quoi. C'était quelqu'un qui était en recherche, qui appartenait, on le sait aujourd'hui, il était, à mon avis, moi il était ingénieur des mines, il avait des liens sans doute avec la compagnie des mines d'Anzin, puisque Léon Patin travaillait à la compagnie des mines d'Anzin, fréquentait le Bruxelles du baron Empin. Et je pense que Fulcanelli travaillait une voie très très particulière, mais qui est liée un petit peu à l'eschatologie, au Finis Gloria Mundi, c'est-à-dire à notre époque, quoi. Mais bon, on est en 95. Fulcanelli est un chercheur, hein, il va devenir connaissant, on le sait. Quand celui nous dit qu'il va devenir connaissant, c'est-à-dire qu'il va obtenir la pierre philosophale, il va changer de statut, il va changer de plan, de conscience dans les années 30, quoi. Hein, oui, parce que donc, la pierre philosophale, on parle du don de Dieu. Au moment où Fulcanelli n'a pas obtenu la pierre philosophale. Et il continuera de le rencontrer après. Alors, ce qui est intéressant dans ton roman, alors je t'admets que ça m'a donné vraiment très envie de lire les autres, hein, celui-là, hein, parce qu'il est vraiment très étonnant, mais ce qui est malin, c'est que Fulcanelli est là sans lettres, puisqu'il est en filigrane, mais tu ne le fais pas vivre directement à travers les pages de ton roman. Ça, je trouve que c'est assez malin quand même comme approche littéraire. Merci de ce compliment, Pascal, mais en même temps, enfin, comment je veux dire, c'est un personnage qui me fascine, hein, tu imagines, il est lié à mon histoire familiale, il est lié à mon enfance, et on est toujours quelque part des grands enfants, hein, on dit tout à fait, la part d'enfance qui est en nous, elle est formatrice, on la garde précieusement. Le réenchantement du monde, hein, avec Jacques Bergier, dont tu parles aussi d'ailleurs dans ce livre. Hein. Oui, bien sûr, parce que Berger c'est aussi un personnage qui est formidable et qui a connu Fulcanelli, quoi. Et il y a un passage de l'œuvre de Bergier qui est intéressant, où il parle de Fulcanelli. Enfin, moi, j'y vois il y a deux moments où il parle de Fulcanelli dans Le Matin des magiciens. Hein, magique, hein. C'est pour elle ce qui tient la plume, mais on sent que c'est Berger qui est derrière et qui raconte que, quand il travaillait pour Elbronner, il a rencontré à plusieurs reprises Fulcanelli qui est venu le voir dans son atelier et qui lui a dit surtout arrêtez, enfin je vais vulgariser la chose, mais faites pas n'importe quoi, déconnez pas avec le nucléaire, quoi, faites gaffe parce que c'est. Oui, là c'est. Voilà, là on rigole plus, quoi, hein, c'est pas la poudre dans un fusil, là. En plus, je pense, mais ça c'est une opinion personnelle. C'était aussi celle que partageait ma grand-mère, et donc je la partage avec elle. Je pense que s'il a échappé à en faire des camps, Berger, c'est un peu grâce à Fulcanelli. Je crois que c'est quand il est prêt à mourir dans la neige, là-bas, dans son camp de concentration, qui dit, bon, ça y est, je vais partir, il reste quand même accroché. Et là, je pense que Fulcanelli, à mon avis, pour quelque chose. Et ensuite, Berger, quand il va parler aussi de Fulcanelli, mais d'une manière cachée, il va le faire derrière ce que j'appellerais la métaphore du cavalier blanc. Oui, tout à fait. Je parle
soit pas dans mon bouquin. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ce cavalier blanc qui intervient en janvier 44 à Lyon, où il dit voilà, il y a un cavalier blanc qui échappe à la Gestapo, qui vient contrer l'action du nazisme à Lyon par la magie blanche. Je pense que c'est Fulcanelli pour moi. Alors, le livre dont tu parles, et alors c'est amusant parce que je l'ai dans ma bibliothèque, mais hélas, j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque que je n'ai pas encore lus, hein, hélas, parce que je suis encore jeune, mais c'est ce fameux livre Visa pour une autre terre, et je t'admets que je l'ai sorti, je l'ai mis sur le haut de la pile, du coup. Non, il faut le revoir, comment je veux dire, il faut revoir ça. Tu sais, moi, tu as dit que, et à juste titre, hein, que bon, maintenant j'ai 72 ans, je suis arrivé au crépuscule, hein, comme on dit, même si j'espère avoir encore quelques années pour écrire. Mais, je fais un peu la part des choses et j'ai envie, et Philippe Marlin me le permet, de consacrer mon écriture désormais à Fulcanelli, expliquer un petit peu qui est ce personnage, parce que un livre, 2 livres, 3 livres, 10 livres ne sont pas suffisants pour expliquer ce qu'il a fait, ce qu'il fait. Mais surtout que Fulcanelli, comment je vais dire, pour certains, relève du domaine de la légende, du domaine du mythe. C'est vrai qu'il y a une dimension légendaire, une dimension mythique dans l'action, l'œuvre de Fulcanelli, mais c'est une infime partie de ce qu'est Fulcanelli et puis de ce qu'il représente aujourd'hui. Pour moi, Fulcanelli, plus j'avance un petit peu en âge, en réflexion, en travail, parce que bon, comme toi, hein, j'ai aussi des piles de bouquins à lire. Etc. Je crois que plus on avance et plus la pile grandit, en fait, c'est ça le problème. Ouais. Et je pense que l'action qu'il mène est de plusieurs niveaux. Il y a une action politique. Il le dit dans ses demeures philosophales, il le dit dans comment dirais-je, dans son mystère des cathédrales. Il explique qu'il y avait au sein du Chat Noir, hein, du cabaret du Chat Noir, qui est à Montmartre, un lieu de rassemblement de la bohème de l'époque, des écrivains, Alphonse Allais. On connaît la célèbre affiche que tout le monde a vue, hein, du Chat Noir. Voilà. Tout le monde connaît un peu le rayonnement du Chat Noir, mais très peu savent qu'il abritait un centre ésotérique et politique. Donc l'action de Fulcanelli est à la fois ésotérique et politique. Il révèle qu'en fait qu'autour de lui, il y avait un cercle ésotérique et qu'il y avait des préoccupations politiques, ce qui explique que dans l'entourage de Fulcanelli, on trouve Anatole France, qui est aussi l'un des animateurs du journal d'Humanité auprès de Jaurès. Il y a le socialiste Viviani, qui joue un rôle important dans les années 90. Après, même si ensuite Viviani va prendre beaucoup de distance vis-à-vis de son engagement de jeunesse. Enfin, il y a des gens qui essaient de transformer un petit peu autour de Jaurès la situation politique, parce que ils savent que la guerre approche. Il va y avoir la guerre 14. Est-ce que tu parles de cette fameuse fraternité blanche qui veillerait sur le devenir du genre humain, compromis par la chute adamique, hein, c'est ce que tu dis dans le livre, qui s'oppose aux forces noires qui, elles, sont attachées à empêcher le retour de l'âge d'or, en fait. Alors, cette fraternité qui est très, très, très nébuleuse, très, très mal définie, mais on sent que, voilà, à un moment, Berger dit c'est le protecteur de l'humanité, c'est une fraternité qui intervient, qui suscite des vocations à un moment où les personnages font production pour empêcher les catastrophes qui ponctuellement rythment la vie de notre planète. Et cette nébuleuse, elle inspire des individus, mais elle inspire aussi des groupes. Bon, là ils sont en vacances en ce moment, j'ai l'impression. Hein. Tu sais, depuis 2 ans. Non, mais le problème, je dis un peu dans mon roman, c'est qu'ils sont au-delà de ce que nous, on peut concéder, admettre de leur prérogative, de leur état, puisqu'ils
notre tradition nous dit qu'ils sont capables de changer de plan. Berger l'explique, hein, ils disent Purlos, ils disparaissent. On ne sait pas comment. La Gestapo veut l'arrêter. Crac, elle ne voit personne dans la maison. Alors il vient d'entrer. Elle encercle une maison et elle ne le trouve pas, quoi, en fait. Voilà, il a disparu. Il joue sur plusieurs plans de conscience, hein, ce qui fait que, bon, des plans qui nous sont invisibles, qui existent, hein, qui sont concrets, mais qu'on ne voit pas. Et eux, ils jouent, voilà. Donc, c'est un espèce de labyrinthe dans lequel ils se glissent, voilà, pour échapper aux forces négatives qui essaient d'entraîner, d'annihiler ou de gêner leur action. Mais il faut savoir aussi, c'est que leurs moyens sont très limités. Ils ont des moyens individuels énormes, au-delà même de notre conception, de notre imagination, mais ils sont tenus par une chose, c'est le karma des nations, quoi. Et ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. L'humanité est aussi tributaire de cette tête karmique, quoi, de ce qui est accumulé depuis des millénaires, depuis des dizaines de millénaires, depuis que l'humanité existe, quoi. Et il y a un karma auquel on ne peut pas échapper. Et l'homme est maître de son destin. Donc ils peuvent essayer de corriger les choses, mais ils ne peuvent pas supprimer les choses. Ouais, ils ont les outils, mais ils n'ont pas l'énergie. Enfin, l'énergie est liée aussi, malgré tout, au karma des nations. Ils peuvent alléger notre dette karmique, ils peuvent alléger nos souffrances, ils peuvent nous aider, mais au-delà du raisonnable, quoi, tu vois. Je prendrais cette image, tu te jettes à l'eau, tu coules, on peut essayer de t'aider, on peut te tendre une perche, on peut essayer de te ramener, on peut même à la limite plonger, mais bon, si le courant t'emporte, on peut rien faire. Ou si tu as mis des pierres dans ton manteau, ça va être plus compliqué, effectivement. Ouais, voilà, exactement. Tu vois. Donc, alors, en même temps, je dirais c'est lié aussi à cette voie alchimique qui est la voie du verre. C'est la voie qui est la plus proche du ciel, d'une certaine manière, puisque la matière climat, on le sait, c'est un sulfure d'antimoine, hein, en alchimie classique. Hein, le dragon écailleux, c'est un sulfure d'antimoine. On travaille sur ce dragon écailleux pour l'épurer, pour arriver à la pierre philosophale. L'alchimie rouge, l'alchimie du verre, on travaille sur des pierres de foudre. Alors les fameuses fulgurites, hein, c'est ça? Oui, c'est les fulgurites, c'est-à-dire c'est les pierres de foudre, c'est une pierre qui est frappée par la foudre. Qui vitrifie le sol, hein, littéralement. Tout ce qu'on trouve notamment en Égypte, hein, ce qui explique pourquoi Fulcanelli parlait et consolait aussi d'une fraternité d'Héliopolis. Voilà. Alors, ils ont fait provision de pierres de foudre en Égypte, et puis ensuite ils ont travaillé là-dessus. Léon, à Montréal, travaillait sur les pierres de foudre et il a fabriqué des miroirs. Parce que lui, alors voilà, j'allais y venir justement sur ce miroir de Fulcanelli qui, dans ton roman, va permettre à l'un des protagonistes, parce que, alors si tu le permets, Roger, on ne l'a pas fait, on a un peu parlé de Fulcanelli, mais je voudrais quand même lire la 4e de couverture, parce que Fulcanelli, bon, c'est un personnage central de ton travail, mais là, on est sur un ouvrage différent. Donc Fulcanelli, le dernier mage du Louvre. Alors bien sûr, on l'a dit, hein, sorti chez l'œil du Sphinx, chez notre ami Philippe Marlin. Hein, il est disponible bien sûr sur le site de l'œil du Sphinx. Hein, n'hésitez pas à y aller pour découvrir les ouvrages. Donc la 4e de couverture, c'est le Sphinx, pharaon français, a été le dernier mage du Louvre, disent les uns, en faisant ériger une pyramide de verre et de métal au milieu de la cour Napoléon. Il a cherché à renforcer les défenses magiques de l'Hexagone. Faux, disent les autres. Le Sphinx a donné un coup de pouce aux forces dissolvantes du Finis Gloriae Mundi dénoncé par Fulcanelli. Centrale noire, toujours opérationnelle, ou simple fait du prince architectural, la pyramide du Louvre a au moins le mérite de nous rappeler que Paris est une clé d'Isis, une cité propice au combat de l'ombre. Et là, avec cette 4e de couverture, eh bien, tu est positionné aussi, je dirais à l'instar de Fulcanelli, un élément, mais qui n'est pas un personnage, c'est cette fameuse pyramide du Louvre. C'est un petit peu l'axe central du livre, sans qu'on en parle vraiment beaucoup au final, justement par cette alchimie du verre. Oui, tout à fait. Oui. Cette pyramide du Louvre, elle n'est pas sortie par hasard. Hein. Elle est sortie du sol par la volonté d'un prince. Alors, quand on dit le Sphinx de la 4e de couverture, on entend François Mitterrand. C'est François Mitterrand. C'est François Mitterrand. Ouais. C'est ce que moi j'appelle Mitterrand l'Égyptien. Hein. Bon, on l'a surnommé le Sphinx. Il avait une vision, j'allais dire, de la politique, une vision un peu pharaonique. Il était fasciné par l'Égypte. Il allait régulièrement en Égypte.
peu de temps avant sa mort, d'ailleurs, les derniers paysages qu'il a voulu voir, c'est le Nil, et puis c'est Assouan, c'est les pyramides, et puis voilà, il y était encore 13 jours avant sa mort. Ouais, très attaché à l'Égypte, ouais, effectivement. Enfin, très attaché à l'Égypte, et en même temps, quand je dis c'est un pharaon, il a fait des travaux pharaoniques. Ouais, c'est ça. Des travaux qui existent toujours. Je pense à la barque solaire où on envoyait, enfin, je veux dire, qui véhicule un message ésotérique très, très particulier dans le cadre de ce que Fulcanelli appelle le finis gloria mundi, la fin de la gloire du monde, c'est-à-dire cette période très, très compliquée qui est la nôtre aujourd'hui, avec des bouleversements qui interviennent de jour en jour, de semaine en semaine. On voit aujourd'hui avec cette guerre qui a été déclenchée par Poutine aux portes de l'Europe, cette agression de l'Ukraine qu'aucun géopoliticien n'avait vu venir il y a encore 6 mois, quoi. Oui, qui est quand même aussi un petit peu, enfin, si on étudie certaines analyses, qui a été quand même un petit peu, je dirais, poussé par les Américains, de par le statut particulier de l'Ukraine. Enfin voilà, il y a tout un contexte derrière qui fait qu'aujourd'hui, le grand méchant, c'est Poutine. Il y a toute une géopolitique, voilà, toute une approche géopolitique que l'on peut, comment dirais-je, que l'on peut appréhender, ce qui est normal, par notre conscience personnelle, notre lecture des mouvements politiques, des blocs auxquels on a à faire face, le bloc chinois, le bloc russe, le bloc américain, les impérialismes, les alliances liées à une dimension qui était qui est très importante, qui a été évoquée par Guénon, mais hélas, on n'a pas assez approfondi, et que j'essaie d'approfondir dans mes livres, c'est l'existence du pétrole, parce que la plupart des guerres auxquelles nous assistons, c'est des recompositions qui sont liées aux matières premières. À l'énergie, ouais. Ouais, effectivement. Effectivement, et c'est vrai que... Alors, ce qui est génial, enfin, moi vraiment, je vous le dis, et c'est pour ça que je voulais qu'on fasse vraiment cette interview avec Roger, c'est qu'au-delà de ça, j'adore ton style d'écriture. Alors là, on est très loin de la littérature pour adolescents, il faut quand même le savoir. On est typiquement dans une littérature très adulte, avec un style vraiment très direct, presque agressif, mais quand je dis agressif, c'est dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tu vas vraiment à l'essentiel. C'est vraiment très nerveux comme écriture, je trouve ça très très intéressant. Et puis surtout, il y a ce mélange d'événements ou de situations politiques, financières, stratégiques qui existent, parce que tu parles de personnages qui ont existé, tu parles de mouvements qui ont existé, par exemple, tu parles du Stay Behind, qui n'est pas tant connu que ça, quand tu dis le Stay Behind, tu te rends compte que, on va dire pour les gens de 40 ans, tu dis Stay Behind, ça ne matche pas tout de suite quand même, et pourtant c'est... Bon, moi, tu parles de mon style, etc. Je viens du monde du polar. Voilà, ça se sent. Ouais. Bon, j'aime la SF aussi. J'écris des romans de SF au départ. Au Fleuve Noir. Bon, après, j'ai écrit des polars chez Baleine, la série noire, etc. Tu as une écriture, alors attention, moi, c'est pas une critique, loin de là, mais tu as une écriture sombre, quoi. C'est dark, quoi. Voilà. On rigole pas, quoi. Mais en même temps, ça ressemble tellement à notre monde tel qu'il est aujourd'hui, quoi, qui donne pas vraiment l'occasion de s'amuser, quoi. Ouais, j'essaie d'avoir une écriture, elle est brute de décoffrage, tout en travaillant, bien sûr, parce que même si ça après simple, etc. Mais l'écriture, c'est du boulot, c'est du boulot, c'est du taf, on est d'accord. Mais bon, j'essaie de coller à notre époque et puis d'expliquer que, bon, derrière le personnage, moi, en toute modestie, ce que j'essaie de faire, c'est d'amener par le biais des lecteurs, de mes lecteurs, les gens à relire Fulcanelli, à réfléchir aux événements mondiaux et à voir un petit peu ce que la vérité dissimule notre lecture conditionnée par l'habitude, conditionnée par les médias, conditionnée par les chaînes de télé, etc. Surtout les chaînes de contenu. De penser par soi-même et de réfléchir par soi-même et puis de comprendre le monde dans lequel on est par soi-même. C'est la réflexion que je t'ai faite quand j'ai eu la première fois au téléphone. J'ai dit, mais si la moitié de ce que tu écris dans ce livre est vrai, c'est déjà monstrueux, quoi. Ah ouais, non,
c'est même bien sûr. Il y a plus de la moitié qui est vrai. Non, mais moi, vraiment, à chaque page, je me disais, mais est-ce que c'est du roman? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'il y a un fond de vérité dans ce qui est écrit là? Parce que là, il y a tout le monde, quoi, hein. Il y a les francs-maçons, il y a les Rose-Croix, il y a les alchimistes, il y a des éléments politiques, mais de la politique business, hein, voilà, l'Afrique, enfin des choses assez glauques quand même. Tout ça se mélange, mais en même temps dans une réalité et dans une cohérence qui fait froid dans le dos quand même. Oui, tout à fait. Mais il y a une chose que, bon, comment dirais-je, moi qui m'a toujours fasciné, je dis, mais j'ai été façonné par l'enfance, hein, par les confidences de ma grand-mère, ensuite par les longues séries de réflexions que j'ai menées sur mon grand-père, mon arrière-grand-père, sur ses relations, Roger Schneider, le mouvement anarchiste du début du XXe siècle, l'œuvre de Jolivet Castelot, qui vient d'un milieu complètement différent. Il vient d'un milieu de diplomate, il est royaliste à l'origine, et ensuite il va devenir anarchiste après avoir fréquenté mon grand-père et puis avoir fréquenté Roger Schneider. J'ai essayé de comprendre un petit peu voilà, dans quelle architecture à la fois mentale et puis politique ce monde s'est construit. Il faut savoir que bon, il faisait ce petit groupe-là, il faisait de la magie rituellique, il faisait enfin, je veux dire, il menait des actions politiques particulières. Ils étaient aussi chasseurs de trésors. Ils ramassaient un peu d'or qu'ils revendaient à Anvers pour financer leurs expéditions. Enfin, c'est un milieu d'aventuriers. Voilà, oui, il fallait aussi de temps en temps trouver des moyens, quoi, financiers. Ouais, c'est ça. Donc, ils travaillaient au pendule, ils allaient dans des lieux particuliers, ils creusaient, ils trouvaient des dépôts d'or, etc., etc. Et j'en parle d'ailleurs, il y a un petit chapitre où ça, j'y glisse vite fait, mais c'est Léon Patin qui a eu à un moment, comme maîtresse, même si ça n'a pas duré très longtemps, mais Georgette Leblanc, la sœur de Maurice Leblanc. Et Patin Schneider, on servait un peu de modèle à Maurice Leblanc pour créer Arsène Lupin. Ouais. C'était des gens qui ont fait les 400 coups, quoi, qui ont cambriolé le bourgeois, qui ont trafiqué de l'or, enfin, qui ont fait plein de trucs. Oui, parce que le lupin, c'est le lupinus, c'est l'herbe au loup, hein, c'est ça? Ouais, c'est l'herbe au loup, c'est-à-dire que il y avait comment dirais-je, un Douai, hein, où habitait Jolivet Castelot, François Jolivet Castelot, qui a créé la Société alchimique de France. Et il y avait une rue qui s'appelait la rue du Canteleu, qui est la rue en patois, hein, c'est la rue du Champ du Loup, la rue du Champ du Loup. Alors le chant, en cabale phonétique, le chant m'a chanté, hein, voilà, et en même temps le chant, c'est-à-dire le lieu où la tanière du loup, quoi. Et sur ce lieu très privilégié, des gens se réunissaient autour de Jolivet Castelot, de ma grand-mère Louise, qui était médium, etc. Et bon, voilà, ils invoquaient les esprits, etc., dont les esprits des moines d'Anchin qui avaient créé l'abbaye d'Anchin au Moyen-Âge, qui avaient été très liés à Saint-Bernard, aux Templiers, etc. Et bon, voilà. Et il y avait ces anarchistes en même temps qui étaient médiums, chercheurs de trésors, anarcho-syndicalistes, etc., qui, s'appelaient entre eux les lupins. Et c'est ce qui a donné, enfin voilà, toi tu indiques dans le livre que c'est ce qui, c'est ce surnom-là qui a inspiré donc le fameux Arsène Lupin. Oui, parce qu'à l'origine, si tu veux, les Lupins, c'est un groupe, hein, c'est un collectif rouge, quoi, puisque ce sont des anarchistes hein, à l'époque. C'est un collectif rouge qui veut transformer la société, et en même temps, il veut la transformer par l'action syndicale, l'action politique, mais aussi par la magie. Il crée à Nice un syndicat qui va créer un cinéma qui va être dessiné par Fulcanelli. C'est Fulcanelli qui va faire la façade en s'inspirant des maisons alchimiques de la grande place de Bruxelles, tu vois. Bon, voilà, quoi. C'est une histoire incroyable, quoi. En fait, pour résumer, parce que je dirais, c'est une histoire de fou, quoi. Ouais, enfin, oui. Dès l'âge de 10 ans, une histoire de fou, quoi. Va raconter ça. Je peux le raconter aujourd'hui.
par le truchement de l'écriture, C'est des ça, romans, voilà. etc. Mais va raconter ça, on va t'interner. Bah justement, c'est ce que je trouve très malin, encore une fois, dans ton écriture, c'est que tu fais passer beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de messages, mais tu peux te permettre de le faire parce que comme c'est un roman, c'est un peu un appel au lecteur de dire, bah, démerde-toi avec ce que je te donne, et puis tu verras bien ce que tu trouveras vrai et ce qui est plus romancé. Et ça, je dirais que c'est la démarche philosophique par excellence quand même. Oui, et en même temps, ouais, non, mais tu as raison, mais en même temps, je sais que je reproduire ma propre situation, hein, Oui. puisque moi, je me suis retrouvé au centre de confidence, j'allais dire des confidences, c'est-à-dire des phrases, des mots, un récit de ma grand-mère. Ensuite, j'ai essayé, moi, j'ai eu plusieurs phases hein, vis-à-vis de tous ces récits. Je me suis conduit un peu comme une éponge, j'ai épongé, j'ai engrangé, puis Ouais. il y a un moment, allez, quand j'ai 18-20 ans, j'ai rejeté ça. Je n'ai rien à faire avec ça. Ouais. On s'est lié à l'enfance, d'accord, j'adore ma grand-mère, mais en même temps, c'est une sorte de fou. Donc, je m'en suis éloigné, tu vois. Parce que j'ai eu une phase, moi aussi, d'athéisme, de rejet, etc. Quoi. Bon, voilà, où j'ai aussi, en même temps, j'étais fasciné quand même par l'occulte, mais je me suis un peu éloigné de ça. Et je suis parti vers la SF, vers cette passion commune qu'on a, hein, Pascal, sur les ovnis, les phénomènes extraterrestres. Oh, c'est passionnant, c'est passionnant. Hein. Ce qu'on nous en a dit dans les années 70, 80, 90, et puis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le Congrès des États-Unis fait venir des spécialistes du renseignement pour avoir un avis sur l'existence. Il se réveille, on va dire, il se réveille, mais... C'est curieux, ça fonctionne par cycle. Donc, tout ça, je me suis dit que, à la réflexion, bon, voilà, je suis rattrapé un peu dans le passé parce que ma grand-mère me disait, mais toi, un jour, tu écriras là-dessus. Elle était médium, elle avait deviné qu'un jour, j'écrirais. Bah, tu récupères un petit peu tout ce que tu as mis dans ton Athanor, et voilà, et ton Anator, pardon. Et après, je me suis dit, bon, j'ai une matière, je pense que je travaille aussi par impulsion, j'ai des impulsions parfois. Ouais. D'un seul coup, une envie de alors, justement, c'est une question, ça, Roger. Un plan de roman, je vois des personnages, et puis après, bon, je me laisse guider et j'écris une histoire. Combien de temps pour écrire Fulcanelli et le dernier mage du Louvre? Combien de temps il faut pour écrire cette histoire? Alors, je vais dire, pour écrire l'histoire, moi, j'écris assez vite. Alors, ça peut être 2 mois, 2 ou 3 mois. Ah ouais, c'est rapide quand même, ouais. Ouais, c'est très rapide, et puis après, je retravaille. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un an. Ouais, d'accord. Ouais. Mais l'écriture, ça restitue au bout de 2 mois. Et puis après, je retravaille mes phrases, je retrouve le style, on retravaille un peu les compositions. Des fois, il y a un personnage qui me guide plus qu'un autre, et je retravaille le personnage, je lui donne un nouvel axe, des choses comme ça. Mais bon, ça peut être 2 mois l'écriture. Mais il y a une gestation, mais je travaille avec 2-3 livres d'avance, tu vois, dans la tête. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, il y a une continuité. Il faut que ça sorte. Et à la limite, c'est une conception très alchimique, hein, tout ça, parce que la maturation dans le crâne. Tout ça. C'est exactement ça. Alors justement, comme je te l'ai dit, hein, c'est le premier livre que je lis, on va dire de la série Fulcanelli. Je ne sais pas si on peut parler d'une série, peut-être pas le bon terme, mais... c'est bon, non, mais voilà, c'est vrai que finalement, au début, j'ai écrit un bouquin, après j'ai dit, mais attends, je vais faire un deuxième, parce que j'arrive pas, j'ai pas dit le j'ai pas tout dit, ouais. Du sentier. Et puis après, j'ai pensé à faire un troisième, et puis après, il me dit, mais est-ce que c'est possible, est-ce que c'est sérieux de faire ça, Et puis bon, j'ai eu la chance d'être épaulé, on va dire, soutenu par Philippe Marlin. Philippe Marlin, c'est aussi quelque part un alchimiste, lui aussi. C'est quelqu'un qui a créé du Sphinx, et a un parcours pas possible. Il a eu plusieurs vies. Hein. Il était trader, et puis il a quitté le monde de la finance pour acheter des librairies, pour monter... On a eu le plaisir avec Thibaut Canuti de faire justement une interview de Philippe quand le livre de Claude Hart est sorti. Et c'est vrai que... Un personnage aussi, Claude Hart. Voilà, quand un personnage écrit sur un autre personnage, ça donne un livre effectivement assez énorme. La question en fait que je me posais, c'est ce fameux capitaine Serge Mornay, qui est un petit peu le personnage central, ou en tout cas le fil rouge de ce roman. C'est un personnage que tu as déjà utilisé, ou en général tu utilises des personnages en one-shot, ou tu les fais revenir de temps en temps? Écoute, les deux, mon capitaine. Ça dépend. Voilà, c'est un one-shot. En fait, Mornay, c'est le prototype, parce que bon, j'ai été flic dans une autre vie, hein. J'ai été enquêteur de police, tout en écrivant des romans policiers. J'étais un flic de terrain, quoi.
au commissariat d'Aniche, dans le lieu où sévissaient les anarchistes dont je parle dans mes romans, quoi. Et j'ai croisé des flics et bon, des personnages torturés, j'ai croisé des tas de métier difficile, caractères. Hein. Ouais, métier difficile. Et j'utilise des bribes de caractère de l'un de l'autre pour créer des personnages. Mais ce sont des personnages vrais, quoi. Ils ont des fêlures, ils ont mal vécu certaines séquences, ils ont été abîmés par la vie. Voilà, Mornay, moi je trouve, colle tout à fait au roman, parce qu'il est dark aussi, quoi. Enfin là, lui, c'est même pas des blessures, c'est carrément des... C'est des... Voilà, lui, c'est des blessures non fermées, quoi, qui se fermeront jamais. Il n'a pas cicatrisé. Voilà, il a connu l'enfer, il a connu la mort de sa femme, de sa fille. Il a fait des choses illégales. Il a été viré de la police. Ensuite, un passage au conseil de discipline. Enfin, bon, voilà. C'est un personnage qui colle bien à l'ambiance, je trouve. Voilà, c'est pas qu'il est perdu, mais presque, quoi. Enfin, voilà, quoi. Il n'a plus rien à perdre, on va dire. Voilà, il n'a plus rien à perdre. Ce que j'essaie de montrer aussi dans mes romans, tu vois, ce que j'essaie de montrer dans mes romans, Pascal, c'est qu'on est tous, on a 1000 facettes. Enfin, je veux dire, on crée une espèce d'unité, mais en fait, on vient de parcours différents, d'horizons différents, on a eu des vies différentes, et puis on traverse les mêmes difficultés, et on a toujours l'impression, et vous l'avez certainement dans votre groupe, puisque vous faites des choses qui ne sont pas faciles, vous devez faire face à une opinion publique qui n'est pas forcément préoccupée tous les jours par les problèmes de vie, qui vient d'ailleurs, en but aux pressions, à l'ostracisme lié à certains gouvernements, à certaines bien-pensances, qui fait que ça va s'occuper des petits hommes bien, je vais vite. Non, mais c'est vrai que c'est ça, oui. On dit, attends, ces mecs, c'est quoi ça? Ils sont un peu filés quelque part. Mais c'est par la fêlure que passe la lumière, comme je dis toujours. En fait, si tu veux, c'est que la folie que l'on prête aux gens, et c'est aussi la sagesse qu'on donne. Et quand je vois le comportement de nos politiques, à la fois vis-à-vis du monde de l'ésotérisme, tous nos politiques, en gros, je veux dire, ils disent c'est pas sérieux l'ésotérisme. Tous nos ministres, la plupart des ministres, ils sont passés par une loge maçonnique. Roger, j'ai encore en tête cette image de notre cher président, là j'ai la main sur le cœur bien sûr en disant ça, qui fait quand même cette espèce de salut avec en fond justement la pyramide du Louvre le soir de son élection. Moi j'ai beaucoup de mal à croire, alors qu'il ne soit pas franc-maçon, je peux l'entendre, mais j'ai beaucoup de mal à croire que ce président que nous avons actuellement n'a pas une certaine vision ou une certaine attirance pour l'ésotérisme. Je le crois pas. C'est comme Mitterrand. Je le trouve un petit peu héritier de Mitterrand là-dessus, quand même. Ouais, donc je reviens à ça. Beaucoup des responsables de nos services spéciaux, aussi bien des services spéciaux extérieurs, là, des GSE que les services intérieurs, des GSI, ont tous, ou la plupart, sont passés par des loges maçonniques, ou par des ateliers qui étaient très 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 fermés, où se fréquentent que les responsables des renseignements. C'est ce qu'on appelle les fraternels, je crois, Roger. Ils ont besoin de rituels, ils ont besoin d'être ensemble, ils ont besoin de se rattacher à une filiation. Souvent c'est la franc-maçonnerie écossaise. Et en même temps, quand tu les écoutes, ça ne transparaît pas toujours, sauf, comme tu dis, dans certains événements, une certaine soirée du Louvre, tu découvres des choses, tu dis, mais ça relève d'un rituel qui est un peu bizarre, quoi, qui n'est pas celui d'une intronisation normale. Normale, voilà, effectivement. Le président de la République de la 5e, ça rappelle plutôt la 3e, enfin bon, il y a des choses comme ça, bizarres. Et en même temps, comme tout à l'heure, tu évoquais les stay behind, les réseaux dormants, c'est quand même un maillage qui explique toutes nos années 80 et 90. Quoi. Et voilà, avec ces réseaux dormants, à vocation théoriquement anticommuniste, mais qui s'occupait beaucoup de la vie intérieure des nations, que ce soit en France avec le réseau Arc-en-Ciel, que ce soit en Italie avec le réseau Gladio, que ce soit en Belgique,
bon, voilà. Voilà, oui, il y avait quand même une. Je pense qu'à un moment, ils ont largement dépassé leurs prérogatives. Et tout ça, ça fait partie de l'histoire. Hein. Ça fait partie de l'histoire. C'est que Balzac nous explique une histoire un peu cachée. Alors, bien sûr, aujourd'hui, c'est très facile quand tu t'intéresses à des choses qui commencent à te donner une coloration un peu bizarre de ce qu'est la politique. On dirait, c'est versé dans le complotisme, tu vois, c'est tellement facile. Bah, les complots existent, hein. Les complots existent. Enfin, voilà, la frontière est toujours très ténue entre le complotisme, la réelle politique, la politique inattendue, les trajectoires des uns et des autres. Il y a des trajectoires qui ne s'expliquent que par la fréquentation de certains milieux bancaires ou certains milieux maçonniques qui sont parfois très interpénétrés. Et encore, ça c'est le côté non immergé, mais bon, j'imagine comment dire, le chemin qu'ont dû faire certains, et je pense qu'on serait très étonné de la non-rationalité de certains. Mais bon, enfin, quand on dit non-rationalité, c'est de goût et de contact avec l'occulte, effectivement. Ouais. Et donc, au milieu de tout ça, si tu veux, bon, moi, dans mon écriture, j'essaye de planter, j'allais dire, de codifier un petit peu mes interrogations, leur donner une ossature d'enquête avec des flics, des personnages, des politiciens, des gens qui cherchent des choses, et puis des gens qui se réfèrent à des traditions, traditions rosicruciennes, traditions martinistes, traditions maçonniques, et qui permettent aussi d'éclairer nos parcours, j'allais dire, contemporains, notre situation. Civilisationnelle, ouais, effectivement, c'est vrai. Alors, on a cette pyramide hein, qui est au centre de la couverture du livre. Moi, j'ai l'impression quand même, en te lisant, qu'au final, tu prends parti en fait hein, sur le rôle de cette pyramide. Enfin, hein, je crois qu'on peut le dire comme ça ou pas? Oui, tout à fait. Non, bien sûr, tout à fait. Moi, j'ai vis-à-vis de cette pyramide. Oui. Bon, voilà, ça ressort un petit peu. Voilà. Moi, j'ai une vision plutôt négative du rôle que joue cette pyramide. Ouais. Et on revient à cette alchimie du verre, puisque la pyramide du verre, c'est du verre. Hein, donc, mais un verre qui aurait été fait. Vous savez, l'origine, il faut que ce verre réponde à un cahier des charges très particulier. Bon, on ne va pas déflorer tout le bouquin. Non, mais voilà quoi. Il faut que sur cette tranche, il n'y a aucune trace de vie. C'est-à-dire que ce verre est placé dès le départ, dès qu'il est pensé, dès qu'il est introduit avec des sables particuliers, surgit d'un forêt de Fontainebleau, à des moments particuliers. Il faut qu'il y ait une tranche qui ne reflète pas la vie, c'est-à-dire une tranche mortifère, une tranche qui soit placée sous l'angle de la mort. Je crois qu'en lisant ce roman, après on ne va plus au Louvre, ou en tout cas on ne voit plus cette pyramide du même œil quand même. Hein. On se dit tiens, je vais peut-être pas rester trop en dessous, voire je vais un petit peu m'en éloigner. C'est vrai que c'est quand même très particulier comme monument, enfin comme d'autres. Et d'ailleurs à ce propos, tu vois, Pascal, parce que c'est toujours bien. Bon, toi, t'écris ton truc, t'es dans ton monde, dans ton email de créativité. Voilà, tu fabriques ton histoire, ton roman, ton énigme, tu mets dedans ce que j'appelle la materia prima, la matière, la réflexion, ce que tu as pu dessiner à droite, à gauche, ce que tu as pu vérifier de toi-même, ce que tu as pu recouper de toi-même, les confidences que certains t'ont faites, etc. Et puis il y a l'après. Bon, quand tu livres le bouquin, ça sort, dès que ça aboutit sur la table de Pascal Fechner, tu ne maîtrises plus rien du tout. Ah, c'est comme un enfant, hein. C'est toi qui le fais, mais après il évolue. Hein. Bon, et il y a d'autres, et il y a un lecteur qui m'a contacté après avoir lu le bouquin et qui m'a dit c'est bizarre parce que moi je m'intéresse à une pyramide qui a été créée aussi en France, qui a un sort bizarre, il se passe des choses bizarres autour de cette pyramide. Il y a des gens bizarres, des financiers, des gens comme ça qui ont voulu créer ce machin, ça me fait peur. Donc il y a toute une topographie particulière aussi. Hein. Alors justement, sur ces monuments un petit peu étranges ou avec une connotation négative pour une partie de la population, on a ces fameuses guides
Georgia Keystone, qu'on appelle aussi le Stonehenge américain, on en a parlé justement la semaine dernière avec Christian Doumer, qui ont été détruites. Alors je ne sais pas si tu connais ce monument ou pas, qui est un peu controversé, puisque c'est un monument qui serait peut-être rosicrucien et qui a cette instruction dessus qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est limiter la population mondiale à 500 millions d'individus, qui a été vécu pour certains comme un appel à la limitation de la population. Je ne sais pas si tu connais ce monument ou pas. Non, je ne connais pas, non. Bon. Bon, ça fait partie des monuments qui sont contemporains, hein, puisqu'il a été créé en 80 et qui, quelque part, dégage une interrogation, à savoir si les motivations de son élévation sont négatives ou positives. Donc, c'est toujours très intéressant. Et tu sais, j'ai parlé d'Aniche, cette petite localité d'Aniche, c'est 10 000 habitants, personne ne connaît, à part quelques alchimistes, dans le Nord, où l'officier Léon Patin, Roger Schneider, Jolivet Castelot, etc., entouré de médiums. Et figure-toi qu'il a été créé au début des années 90 à Aniche, une pyramide de verre. Puisque Aniche, c'est une ville verrière. En plus, donc oui, c'est pas si anodin. Qui est régie par la compagnie Saint-Gobain, et Saint-Gobain qui a été appelé pour créer la pyramide du Louvre, tu vois. Voilà, ouais. Et a été créée une pyramide qui est une espèce de petite réplique de la pyramide parisienne, et qui, moi, me semble assez inquiétante parce qu'elle est sortie du sol après qu'ils aient réussi à bousiller la façade alchimique du cinéma d'Aniche. Elle a été détruite, cette façade chimique. C'est-à-dire qu'ils ont détruit, sans le savoir, bien sûr, un document, un monument qui avait été conçu par Jules Canelli. Jules Canelli a créé cette façade. Ouais, donc on est vraiment dans cette... Elle a été cassée, elle a été détruite, et juste après, ils ont fait surgir du sol une pyramide. Et cette pyramide, sur laquelle je m'interroge aussi, je suis plus enclin à la trouver un peu négative que positive. Bien sûr. Il faut savoir que les médiums d'Aniche qui travaillent autour de Patin disaient que dans le vieux cimetière d'Aniche, qui est aujourd'hui à Bordeaux, avait été enterrée une momie égyptienne négative, celle d'un magicien de Memphis, un magicien noir de Memphis, et des gens venaient travailler sur la tombe. Enfin, tu vois le truc, quoi. Ouais, moi je me fais dire que si je devais remonter un jour, c'est peut-être pas Aniche que j'achèterais, alors, vu ce que tu me dis. Un petit peu plus loin. Donc bon, alors, évidemment, moi, j'ai baigné là-dedans parce que la médium qui avait vu, la momie, ouais. Quand elle était en transe médiumnique, ils étaient deux médiums, en fait, Jeanne et puis Alphonsine Thomasin, c'est les sœurs Thomasin. Moi, Alphonsine avait épousé en deuxième noce mon aïeul Léon Patin. Donc moi, j'allais chez elle. Et bon. Ouais, tu devais en entendre aussi. Elle me parlait de ces séances médiumniques où elle avait vu la momie qui dégageait des ondes négatives, etc. Donc j'ai baigné là-dedans. Ouais. C'est. Alors, évidemment, maintenant, c'est comme une espèce de soupape de sécurité. De temps en temps, je libère des trucs. Ça nourrit mon écriture. Je ne vais pas me plaindre parce que j'adore ça. Non, vraiment, Roger, moi, ça a été, je te l'ai dit, ça a été un vrai coup de cœur, vraiment. Donc, vraiment, je vous conseille, là, si vous êtes en vacances, si vous allez partir en vacances, avant de partir, vous allez sur le site de l'Œil du Sphinx et vous commandez Fulcanelli et le dernier mage du Louvre. Moi, je dis, au bord de la piscine, allez, avec un petit cocktail et ce livre-là, vous allez passer un été quand même plutôt sympathique parce que vous allez sortir de cette lecture en disant, mais merde, le monde est peut-être très, très, très différent de la façon dont je le vois, ou en tout cas de la façon dont on veut me le montrer. Hein, c'est un petit peu l'histoire de la caverne de Platon. On projette des trucs au mur, et puis derrière, on bricole. Ne t'en occupe pas. Je suis content que le livre t'ait plu. Ah, vraiment. On ait pu bavarder et puis expliquer un petit peu ma trajectoire, pourquoi j'ai écrit ce genre de choses. Voilà. Mais vraiment, c'est des lectures dont on ne ressort pas, et dans le bon sens, et on ne ressort pas indemne. On est obligé de sortir de là en se disant, mais merde. Voilà, on a envie d'aller chercher plus loin, on a envie de se replonger, de dire mais là, telle référence, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Enfin voilà, c'est ce que j'aime en fait. Et encore une fois, tu utilises le roman, à la différence de certains auteurs qui affirment de façon très péremptoire leurs choses. Je pense par exemple à
un auteur que j'aime bien lire, hein, mais qui gagnerait plutôt à faire des romans, c'est par exemple David Icke, qui assène des trucs très violents et en disant je sais, j'ai raison. Voilà, je trouve que le roman est une façon plus soft, mais en même temps plus profonde de faire passer certaines idées ou certains concepts. Oui, tout à fait. Oui, c'est une discipline qui en vaut une autre, quoi. Mais je me la suis appropriée. Voilà, ça me fait plaisir d'écrire des romans et bon, voilà, et j'essaie en tout cas faire passer ce que j'ai envie de faire passer. Ah bah il y a des messages qui passent, hein, qui passent, qui arrivent en pleine tronche. Hein. Notre conversation d'aujourd'hui, elle sert aussi de chambre d'écho. Bah c'est ça, c'est ça. Non, c'est ça. Moi, j'espère vraiment que les gens qui écouteront cette émission auront comment dire, la curiosité d'aller sur l'œil du Sphinx et de chercher ce livre et peut-être de le commander aussi. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Vous passerez vraiment un très bon moment. Vous adhérez pas sur les concepts, ça c'est autre chose, mais vous poserez des questions et je crois qu'une journée réussie, c'est une journée dans laquelle on se pose des questions. Enfin, c'est ma philosophie après. Ouais, non, mais c'est aussi la mienne, parce que il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, j'ai été très, très content de cet échange. Ouais, moi aussi, Roger, hein, vraiment. J'espère qu'on pourra t'accompagner sur les prochaines sorties. Hein, et je t'admets que moi, je vais essayer de rattraper mon retard sur Visa pour une autre terre, qui est maintenant sur mon bureau, il faut que je lise. Et puis de rattraper mon retard sur les Fulcanelli que tu as déjà sortis pour pouvoir me replonger dans ton univers littéraire. Ah, c'est super, parce que super. Bon. Encore merci c'est moi. C'est moi. Alors les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas, petit pouce bleu si cette émission vous a plu. Et là, très honnêtement, je pense qu'elle vous aura plu parce que là, on a abordé des sujets vraiment passionnants. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, à vous abonner bien sûr sur la chaîne YouTube, à activer la petite cloche, parce que sinon vous ne savez pas quand nous mettons des nouvelles émissions. Et puis si vous voulez nous aider financièrement, puisque on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, c'est utile mais ça fait pas tout, vous pouvez aussi aller sur notre page Tipeee, T-I-P-E-E-E, et vous tapez Maybe Planet pour faire un don, regarder une pub, ce que vous voulez, mais voilà, toute aide sera appréciée. Roger, je te souhaite un très bon été. Merci, Pascal. Studieux, j'espère que tu puisses nous fournir ton prochain roman très rapidement. Hein? Mais écoute, j'ai la chose en chantier. Maintenant, je ne sais pas trop. Bon, je pense qu'elle sera finie. Le bouquin sera fini pour la fin de l'année prochaine. Bon, ça nous amène au printemps. Parce que moi, je travaille beaucoup, enfin, je réagis beaucoup à l'affectif. Je pense que le titre, ça s'appellera Conjuration. Ah, ok, voilà, c'est un scoop. Et le sous-titre, ça devrait dire quelque chose, extraterrestre et tour du diable. Ouh, le meilleur coup du diable, ça fait croire qu'il n'existait pas. Exactement. Le petit coquin, c'est pas de moi, c'est Don Usual Suspect. On a la culture qu'on peut. Roger, écoute, je te souhaite un très très bon été. Puis voilà, quand ce livre Conjuration sortira, on aura vraiment beaucoup de plaisir à le lire. Et puis bien sûr, à en discuter ensemble dans une prochaine émission. Merci Pascal. Je te souhaite à toi aussi et puis à très bientôt. À très bientôt, Roger. Ciao, ciao.